Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 327e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, la finance, la fiscalité, l'audit, l'éthique, la gestion, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 327e édition, nous avons retenu pour thème régulation des marchés publics. Pour avoir cette émission, qui est d'une grande importance pour nous en tant que citoyens, en tant qu'agents, en tant qu'opérateurs, professionnels, étudiants, en tant que contribuables, nous avons le plaisir et le privilège de partager cet espace avec, je dirais, un habitué de l'émission, un serviteur de la communauté, je dirais, un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles. C'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, seront disponibles pour partager avec le grand public le fruit de leurs recherches. Je veux citer Maître Napoléon Lauture. Maître Lauture, bienvenue à notre émission. Merci de l'invitation, Maître Péan. Je tiens tout d'abord à saluer et à présenter mes vœux les plus sincères à tout le personnel de la radio-télé Guinée, puisque c'est une nouvelle année et c'est notre première rencontre pour cette émission. Donc, bonne année, excellente année à tout le monde. J'espère que les minutes que nous allons passer ensemble vont être profitables à tous les auditeurs et auditrices de l'émission. Merci, Maître Lauture. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise les séminaires, les cours de formation pour ses membres et pour le grand public. Et pour ceux qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, ils peuvent s'inscrire, ils vont passer en son local au numéro 17 d'Oriel Boussan. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information, puisque nous sommes au cours du mois de janvier, et c'est la date limite, le 31 janvier, pour le dépôt des déclarations définitives d'impôts. On ne peut pas être Premier ministre, on ne peut pas être sénateur, député, candidat, etc., sans avoir sa déclaration définitive d'impôt. C'est un devoir civique. Donc, aujourd'hui, c'est la date limite pour le dépôt des déclarations définitives d'impôt. Comment la CFGDCT, qu'on appelle Contribution au Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, doit-elle être traitée au niveau de la déclaration définitive d'impôt? Eh bien, la CFGDCT n'est pas une charge déductible lorsqu'on produit sa déclaration définitive d'impôt. Eh bien, il s'agit, je dirais, d'un impôt additionnel qui vient se greffer sur l'impôt sur le revenu. Et le législateur prévoit qu'il faut appliquer 1% sur le revenu global imposable, le revenu net. Et si on a payé la collectivité en tant que salarié, en tant qu'employé ou fonctionnaire public, eh bien, le montant prélevé sur les salaires tient lieu d'avance en termes de collectivité territoriale. Donc, encore une fois, au moment où on produit sa déclaration définitive d'impôt, la CFGDCT n'est pas une dépense déductible. Cette émission a pour thème régulation des marchés publics. Dès qu'on parle de marché public, on voit nécessairement l'État en tant qu'opérateur, en tant qu'agent économique qui intervient sur les marchés, qui fait appel à des opérateurs,
professionnels. Et pour avoir en principe une idée de ce que représente la régulation, ses objectifs, eh bien, notre invité, encore une fois pour le rappeler, c'est Maître Napoléon Auture. Maître Auture, dès qu'on parle du marché public, à quoi faut-il s'attendre? Il y a les principes fondamentaux. Que vise le législateur en cette matière? Tout d'abord, il faut commencer par contextualiser, disons, ce thème. Les collectivités publiques, je voudrais parler de l'État, les collectivités territoriales, les organismes à caractère administratif, culturel et scientifique, les organismes à caractère financier et industriel, les entreprises publiques mixtes à participation publique ont toujours des besoins à satisfaire. Et pour satisfaire des besoins, ces besoins, ils ont recours à ce qu'on appelle un mécanisme qu'on appelle marché public. On entend par marché public un contrat passé, conclu entre ces collectivités publiques en vue de satisfaire leurs besoins dans les conditions déterminées par la loi. Ou du moins, pour être plus précis, par le droit des marchés publics haïtiens. À travers les textes de loi, et plus particulièrement la loi du 10 juin 2009, le législateur fait appel, s'inspire d'un ensemble de valeurs qui caractérisent, ou du moins un ensemble de valeurs qui sont censées caractériser la société haïtienne. C'est la raison pour laquelle, en préambule à cette loi, au niveau de l'article 1, il dit que la conclusion des marchés publics doit être faite dans le respect du principe de la transparence, dans le respect de l'égalité des candidats, des opérateurs, dans le respect de l'éthique et de l'efficacité des dépenses, des deniers publics. Autrement dit, à travers cette disposition, le législateur entend moraliser le droit des marchés publics. C'est-à-dire, il faut exclure toutes sortes de emmitailles, toutes sortes de partisaneries, toutes sortes de cooptation aux fins de passer les marchés publics. Autrement dit, à travers cet article, transpire un ensemble de valeurs, comme je viens de le dire, qui caractérisent la société haïtienne. Alors, en vue de faire quoi? Le contrat est passé en vue de satisfaire leurs besoins en termes de travaux, en termes de fourniture et en termes de services. Tels sont les trois objets spécifiques du contrat des marchés publics. Très bien. Donc, vous avez parlé d'éthique, vous avez parlé de transparence, vous avez parlé de gestion efficace des dépenses publiques et vous avez fait mention de la transparence. Mais, Maître Auture, il y a une procédure pour arriver à cela. Dès qu'on parle de marché public, on parle de concurrence aussi, de compétition. Donc, comment peut-on garantir effectivement l'égalité des opérateurs dans le cadre d'une soumission à un marché public? Exactement. Il y a le principe de l'égalité d'accès à la commande publique, ou bien à l'achat public, ou bien au marché public. Ce sont des expressions équivalentes. C'est-à-dire, on ne peut pas, par préalable, exclure quelqu'un dans le cadre de la passation des marchés publics, pourvu que cette personne-là, physique ou morale, remplit les conditions exigées par la loi. Donc, il y a le libre accès de tous les opérateurs économiques à participer à la conclusion des marchés publics. C'est ça. Alors, même si le financement est un financement externe, pourvu que l'État intervienne dans une collectivité territoriale, le marché est public. Ça veut dire c'est ouvert à tout le monde, incluant les opérateurs internationaux. Exactement. Il y a alors, l'appel d'offres peut être national ou
international, il se pourrait bien que les besoins que l'autorité contractante doit satisfaire, ces besoins-là, ces biens-là, ne se trouvent pas sur le marché national. À ce moment-là, on fait un appel d'offres international. Autrement dit, ça permet à d'autres opérateurs économiques internationaux de participer à la conclusion des marchés publics en Haïti. C'est la raison pour laquelle, certaines fois, à travers tout le pays, des fois, vous voyez des étrangers, vous voyez des ingénieurs, bref, des compagnies étrangères qui participent aux travaux et qui concluent des marchés publics avec les autorités contractantes haïtiennes aux fins de fournir à ces entités publiques les besoins dont qui leur sont nécessaires. Très bien. Alors, il y a également, en termes de procédure, comment ça se fait. Il y a un ensemble d'étapes. C'est même, lorsqu'on prend les marchés publics, c'est comme si il y a une chaîne, c'est comme en matière pénale. Il y a un ensemble d'acteurs qui doivent intervenir. Par exemple, au niveau de chaque ministère, il y a une personne responsable des marchés publics. Et c'est cette personne-là qui détermine le besoin, disons, du ministère ou bien de l'institution en quelque sorte. D'accord? Et on va préparer ce qu'on appelle un DAO dans notre langage, c'est-à-dire document d'appel d'offres. Ce document est celui dans lequel le ministère en question, l'entité publique en question, exprime l'ensemble, de façon claire et précise, l'ensemble de ses besoins, d'accord, et les conditions, toutes les conditions suivant lesquelles le marché sera conclu. Ensuite, il y a également des commissions spécialisées au sein du ministère attachées à la personne responsable. Et on a également au sein, par exemple, du ministère, un comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Et ensuite, on a également, disons, le grand Manitou, qui est la CNMP, Commission nationale des marchés publics. C'est cette institution, cet organe qui joue vraiment un rôle important dans le cadre de passation des marchés publics, puisque c'est cette institution qui assure le contrôle des passations des marchés publics. Autrement dit, tout doit être passé par la Commission nationale des marchés publics, surtout dans le cas où il y a ce qu'on appelle les seuils de passation des marchés. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de passation des marchés. On fait appel au prix, au coût du marché. Maintenant, pour les valeurs supérieures à 40 millions, égal ou supérieur à 40 millions, la CNMP doit intervenir aux fins de participer au contrôle. 40 millions de gouttes. 40 millions de gouttes, bien entendu. Aux fins de participer au contrôle pour voir est-ce que la procédure prévue par la loi du 10 juin 2009 a été respectée. Autrement dit, c'est l'autorité de régulation des marchés publics en Haïti. Elle joue vraiment un rôle vraiment important, puisque les principes de transparence des procédures, de l'égalité des traitements des candidats, du respect de l'éthique, de l'effet et de l'efficacité et de l'efficience des deniers publics, voilà, l'autorité de régulation, à savoir la CNMP, doit vérifier est-ce que tout ça a été respecté, et ceci dans le respect des intérêts de la collectivité et dans le but également de moraliser le processus de passation des marchés publics en Haïti. Oui, dans certains cas, la mission publique ou la collectivité territoriale peut faire appel à un opérateur unique. Yeah. Si le montant était fait à 40 millions de gouttes. Oui, exactement. Par exemple, quand on parle des documents d'appel d'offres, il y a plusieurs types d'appels d'offres. Quand on fait un appel d'offres, par exemple, d'ailleurs,
en matière, en droit des marchés publics haïtiens, l'appel d'offres est le principe général. C'est la règle commune. D'accord? Après toutes les procédures adoptées dans le cadre de passation des marchés publics, ce sont des procédures exceptionnelles. Vous comprenez? Maintenant, quand on fait l'appel d'offres, c'est l'appel d'offres général, ouvert. Ça signifie que le bien que recherche l'entité publique se trouve sur le marché. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une mise en concurrence de tous les soumissionnaires, de tous les gens qui sont intéressés à fournir ce bien-là à l'entité collective. Donc, c'est ouvert. Donc, il n'y a aucune discrimination. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle appel d'offres restreint. L'autorité contractante peut faire appel à l'appel d'offres restreint quand le bien qu'il lui faut peut lui être donné, octroyé par un petit nombre de prestataires, un petit nombre, disons, ou bien de fournisseurs, ou bien de prestataires et de services, ou bien d'un entrepreneur. À ce moment-là, il fait appel à l'autorité contractante, fait appel à ces entrepreneurs-là, ou bien prestataires de services, au fin de satisfaire ses besoins. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas ouvert. Donc, parce que il y a des besoins qui ne peuvent pas être... Alors, pour la satisfaction desquels on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs, on n'a pas beaucoup, disons, de prestataires de services. Par exemple, si on prend le domaine douanier, un domaine un peu rare, le domaine de l'aviation civile, alors, que fait l'autorité contractante? Au cas où elle aurait besoin d'un bien de cette nature, elle fait un appel d'offres restreint parce qu'elle cible par préalable et à l'avance les gens, la catégorie des entreprises qui est en mesure de lui fournir ce bien. À ce moment-là, elle fait appel à ce qu'on appelle appel d'offres restreint. Mais toujours sous le contrôle de la Commission nationale des marchés publics, puisque c'est lui quand même, elle a toujours un droit de regard sur le respect des procédures en la matière. Très bien. Mais alors, est-ce que la CNMP est l'unique institution à pouvoir intervenir pour garantir l'équité, la bonne gestion du droit des marchés publics? C'est très important. En matière de passation des marchés publics, il y a un ensemble d'instances qui interviennent, d'accord? Un ensemble d'acteurs au fin de garantir le respect des principes de la philosophie même et que nous venons de parler tout à l'heure. On a, par exemple, l'autorité contractante, c'est-à-dire c'est l'autorité qui manifeste et qui voulait satisfaire tel type ou tel type de besoin. Et ensuite, on a une autre instance principale, incontournable, c'est la Commission nationale des marchés publics, d'accord, qui contrôle la procédure. Et ensuite, on a par exemple le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres qui intervient. Et ensuite, on a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est considérée également comme étant une instance faisant partie du contrôle de la régularité des marchés publics et haïtiens. Et une institution comme la Cour des comptes intervient à deux niveaux. J'espère que nous allons y revenir. Comme par préalable dans le cadre de la conclusion des marchés, et quand il y a conflit, également, elle intervient à un certain niveau pour trancher le litige séparant l'autorité contractante et le titulaire du marché, c'est-à-dire la personne, l'entreprise à laquelle le marché a été attribué. Très bien. Mais comment garantir l'indépendance des opérateurs de ceux pratiquement qui doivent protéger les intérêts de tout le monde en tant que responsables du choix de l'opérateur? Bon, à ce moment-là, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'éthique. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'homme est toujours enclin
à faire n'importe quoi. On peut avoir des règles, mais sans un type d'homme bien déterminé. On dit l'homme est bon. Bon, moi je ne suis pas toujours d'accord avec Rousseau, à savoir que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Moi je ne suis pas d'accord avec Rousseau du tout. Je m'excuse en dépit de son immense savoir, parce que, à mon avis, l'homme est né mauvais. C'est la société qui l'améliore. Voilà pourquoi je souscris à la thèse de Sigmund Freud qui définit l'homme comme étant un être de désir, un être qui est né avec ses bas instincts, qui se voit et qui ne voit personne d'autre. Donc, qui est prisonnier de ses passions, de ses désirs. Donc, je suis vraiment un partisan de Sigmund Freud. C'est une opinion. C'est mon opinion personnelle. Donc, voilà. Donc, on peut avoir toutes les bonnes règles du monde, toutes les bonnes lois du monde, pourvu qu'on n'ait pas des gens qui ont une conscience citoyenne, qui ont une certaine conscience de l'intérêt de la collectivité, qui a une certaine conscience de sa mission. Et que sa mission, il n'est pas là pour le remplir dans l'intérêt de sa famille, de son clan, de ses groupes, de son ami, de sa petite amie, mais dans l'intérêt de la collectivité. Autrement dit, il exerce une fonction. Donc, pour vous répondre, c'est qu'il y a un ensemble de mécanismes que le législateur a mis en place au fin de contrecarrer, si vous voulez, la perversité de l'homme. C'est-à-dire, par exemple, il y a incompatibilité. D'accord? Il y a incompatibilité, par exemple, si vous avez des intérêts et vous êtes, par exemple, faites partie d'un organe et que vous avez des intérêts personnels ou bien vos conjoints ou bien quelconque, il y a conflit d'intérêts, à ce moment-là, on évite ça. D'accord? Donc, c'est que tout tourne autour de l'homme. Même si vous avez les lois les plus efficaces, les lois les plus rigoureuses du monde, les plus sévères du monde, pourvu que c'est l'homme qui est là pour mettre la loi en application. Mais quand même, à travers les textes de loi régissant les marchés publics, il y a un ensemble de freins, un ensemble de mécanismes mis en place par le législateur au fin de porter les instances qui vont intervenir dans le cadre de la passation des marchés publics, de respecter les principes fondamentaux sur lesquels repose la passation, la conclusion des marchés publics. Est-ce qu'il n'y a pas de cas d'exception en matière de sécurité particulièrement? Est-ce qu'on ne peut pas en principe avoir recours à des procédures particulières? Oui, et je viens d'en parler. Il y a par exemple, si on voulait segmenter la procédure, il y a ce qu'on appelle la procédure générale. La procédure générale tourne autour de l'appel d'offres. Ou appel d'offres où tous les participants, toutes les personnes qui ne sont pas frappées d'une sorte d'incompatibilité peuvent participer, peuvent soumissionner à la passation des marchés publics. Donc c'est ouvert à tout le monde, à n'importe qui, pourvu que cette personne physique ou morale remplisse les conditions exigées par la loi. Ensuite, il y a par exemple la procédure spécifique. La procédure spécifique, c'est quand, comme je viens de vous le dire, il y a des biens et que l'entité publique aimerait bien satisfaire et que sur le marché, il y a un certain nombre, un groupe d'entrepreneurs, de prestataires de services, de fournisseurs restreints, à ce moment-là, l'autorité contractante, dans le cadre de son DAO, document d'appel d'offres, donc elle fait appel à un petit groupe. Un petit groupe que l'autorité cible au fin de passer le marché avec eux. Donc, ensuite, il y a la procédure spécifique. La procédure spécifique en termes de prestations intellectuelles. Par exemple, vous qui êtes un fiscaliste avéré, un fiscaliste chevronné, et sans avoir l'intention de vous envoyer des fleurs, donc à ce moment-là, par exemple, il se pourrait bien qu'une entité publique aurait besoin de votre service. À ce moment-là, on fait appel à vous et on négocie. L'autorité contractante peut viser plusieurs types de fiscalistes. Alors, mais elle est libre à ce moment-là, puisque c'est un marché public qui va être conclu de gré à gré ou par entente directe. À ce moment-là, l'autorité contractante va négocier avec vous, mais par préalable,
elle lance ce qu'on appelle un appel d'offres à manifestation d'intérêt. Dès lors que cela vous intéresse, à ce moment-là, vous postulez et puis on négocie avec vous et puis vous allez donner, disons, les prestations qui sont nécessaires à l'entité publique. Mais dans tous les cas, le montant du marché est déterminant aussi. Oui, alors, tout se trouve dans le document d'appel d'offres. Tout se trouve. D'accord? Ça dépasse 40 millions. Ça dépend. Par exemple, on a pour les marchés d'État, on a un barème de 40 millions, il y a 20 millions, il y a 10 millions. Alors, le montant, c'est ce qu'on appelle, dans notre langage, les seuils financiers de passation des marchés publics varient dépendamment de la nature de l'autorité contractante. D'accord? Le montant. D'accord? Et ça varie également de l'objet du marché, puisqu'il y a 3 objets. Il peut être, par exemple, marché de travaux publics, marché de fourniture ou bien marché de services, dépendamment de l'autorité contractante et de la nature de l'objet du marché. Donc, le prix varie. Et cette variation concerne également géographiquement, a un aspect géographique, puisque quand vous prenez, par exemple, une collectivité territoriale, une mer qui se trouve dans les zones les plus reculées du pays, je ne vais pas citer de nom, d'accord? Donc, le législateur a un barème géographiquement, d'accord, pour la passation des marchés publics. J'ai une question pour vous, mais qui contrôle les contrôleurs? Bon, on a en Haïti un tissu d'institutions de contrôle. Mais la question est un peu vaste. Par exemple, on a, dans le cadre des marchés publics, on a, par préalable, on a, par exemple, la CNMP, d'accord, qui est une instance de contrôle, qui, par exemple, tout part de l'autorité contractante et finit à la commission des marchés publics. Qu'est-ce que j'entends par là? Dès lors que le marché public, la procédure a franchi toutes les étapes qui lui sont nécessaires, il revient à la Commission nationale des marchés publics de vérifier si la procédure a été respectée. D'accord? Et à ce moment-là, elle peut bloquer. Alors, nous sommes au niveau théorique. Théorique. D'accord? Il faut préciser, nous sommes au niveau théorique. Donc, elle est là pour contrôler. Mais, il y a un point sur lequel je dois attirer, disons, l'attention des auditeurs, c'est que cette fameuse Commission nationale des marchés publics fonctionne sous l'autorité de la primature. Et lorsque nous parlons de la primature, nous voyons des gens qui font de la politique. Comme la politique est très globalisante, est très envahissante, on déplaise à ceux qui font de la politique, moi j'aime ça, mais quand même, on peut toujours... Est-ce que on ne pourrait pas mettre en doute l'autonomie, la capacité de cette fameuse commission à l'égard du contrôle qu'elle exerce? Donc nous ne sommes pas affirmatifs, mais quand même, c'est qu'il peut toujours y avoir des failles au niveau de ce contrôle-là. Mais sauf que, comme nous l'avons dit au départ, tout tourne autour d'une question d'homme. Dès lors que nous voyons l'intérêt de la collectivité, d'accord, l'intérêt de la collectivité, l'intérêt général, eh bien, on s'accorde, nous accordons notre violon aux fins de satisfaire, dans le meilleur des cas, et disons, l'intérêt de cette collectivité. Donc, marché public, meilleure qualité, meilleur prix. Meilleure qualité, oui, c'est ça. Par exemple, lorsque l'État recourt à ce mécanisme, les collectivités publiques en général, elles recherchent un avantage financier. Un avantage financier. Elles recherchent, par exemple, chez, disons, le soumissionnaire, sa capacité technique. Un ensemble, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, tout se trouve dans le document d'appel d'offres qui va composer, disons, les marchés publics. C'est que on va attribuer le marché à l'entreprise la mieux disante. Donc, parce que l'État recherche un avantage financier. C'est la raison
d'être de la mise en concurrence. Très bien. Donc, l'État est libre et c'est dans ce souci de doter, de donner à la collectivité un meilleur service à un meilleur coût. Très bien. Eh bien, sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 326e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème régulation des marchés publics et notre invité, Maître Napoléon Lauture. Au cours de la première partie de l'émission, Maître Lauture a fait la lumière sur les fondamentaux du droit des marchés publics. 4 grands principes, entre autres la transparence, l'équité, la saine légalité, le chance pour tous. Maître Lauture a, dans son intervention, relaté les étapes à franchir qui garantissent, je dirais, l'indépendance des arbitres. Il a mentionné aussi pour vous le caractère exceptionnel de certains marchés publics en raison du nombre restreint d'opérateurs éligibles à ce marché. Tout ceci vous montre que dès qu'on parle de marché public, on parle d'opérations, on parle de transactions qui intéressent le grand public. Cependant, l'entreprise publique, un ministère, un organisme public, une collectivité territoriale peut toujours faire appel à un opérateur distinct. Et en dépit de cela, la procédure est toujours transparente. Maître Lauture, puisque nous parlons de marché, nous parlons d'opérateur, mais quel est le rôle maintenant du DAO, son contenu, son exécution dans les faits, dans la pratique? Est-ce que les opérateurs et soumissionnaires doivent-ils respecter religieusement le contenu du document d'appel d'offres que vous avez bien appelé le DAO? En matière de marché public, le DAO, le document d'appel d'offres, nous avons dit que c'est le principe général, c'est la règle générale, est très, très, très important. C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée. Et ça fait appel à l'attention, à une attention soutenue du soumissionnaire, des candidats qui aimeraient bien soumissionner. Parce que c'est dans le document d'appel d'offres qu'on va trouver la nature des besoins de l'entité publique, le type de marché disons qu'elle est à conclure, la procédure, disons, à accepter, les conditions de la passation du marché. Autrement dit, le DAO constitue le guide des soumissionnaires. Comme tu viens de le dire, effectivement, c'est la porte d'entrée de tout. Toutes les conditions se trouvent dans cela. Et lorsque, par exemple, les entrepreneurs, les prestataires de services, les fournisseurs entendent de participer, disons, à la passation du marché, ils retirent ce document au fait de le lire correctement, au fin d'être bien imbu de l'exigence du marché, puisque tout se trouve là. Alors, mis à part les marchés de gré à gré, où il y a une entente directe, dans les conditions que nous venons de dire, entre l'autorité contractante et disons, le soumissionnaire, puisqu'il n'y a pas d'appel d'offres. Donc, il y a une sorte de face-to-face, on négocie comme ça, on négocie, d'accord? Mais, en ce qui a trait à l'appel d'offres au document d'appel d'offres, quand c'est nécessaire de recourir à cette procédure, eh bien, c'est ce document-là qu'on appelle également document de consultation
qui vont guider, disons, qui vont servir, ce document qui va servir de guide à tous les soumissionnaires. Et les soumissionnaires, les éventuels candidats, sont tenus de le suivre à la lettre. Puisque j'avais parlé tantôt de ce qu'on appelle la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des appels d'offres. Par exemple, vous aurez les candidats auront quand même à faire une offre à travers un document. Ce document doit être conforme au DAO, doit satisfaire aux exigences du marché et que tous les marchés n'ont pas la même exigence. C'est tout à fait normal puisque l'objet du marché varie. Vous comprenez? Donc, vous êtes obligé, le soumissionnaire est obligé de se soumettre, de respecter de façon stricte, sans aucune réserve, les conditions exigées dans le DAO. Parce que, au cours de la procédure, des différentes étapes que la conclusion du marché va franchir, eh bien, il y a une étape, après avoir reçu l'offre des soumissionnaires, des candidats qui veulent participer à la conclusion du marché, eh bien, on va analyser votre dossier. Au plan financier, par exemple, au plan financier, au plan technique, votre capacité en termes d'expérience que vous avez dans le cadre du marché pour lequel vous postulez. Donc, après cette analyse qui sera faite par commission d'appel d'offres où l'on va ouvrir les plis, c'est-à-dire l'offre de tous les soumissionnaires, eh bien, il se pourrait bien, si dans les exigences faites par l'autorité contractante dans son DAO, vous ne respectez pas, disons, une exigence, eh bien, vous allez perdre le bénéfice. D'accord? On va déclarer votre demande irrecevable. Donc, à ce niveau-là, on est tenu de respecter fidèlement et correctement toutes les conditions exigées par l'autorité contractante. Vous ne pouvez pas, les soumissionnaires ne peuvent pas passer outre ni aller outre des exigences faites par l'autorité contractante dans le cadre du document d'appel d'offres. Donc, en termes clairs. Donc, à ce niveau-là, la procédure est vraiment stricte. Donc, vous n'avez pas à apprécier, malheureusement. Vous n'avez pas apprécié. Vous êtes tout à fait lié par rapport à tout ce qui est contenu, tout ce qui est stipulé, tout ce qui est exprimé dans le document d'appel d'offres. Vous n'avez pas à apprécier, vous n'avez pas d'opinion à avoir. Donc, on vous dit de faire ceci, vous le faites. Sinon, votre offre sera déclarée irrecevable par le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Comment dire, il y a une grille à partir de laquelle on apprécie les différents éléments pour, en principe, voir si votre soumission est conforme au document d'appel d'offres. Oui, normalement, parce le comité, c'est une instance, d'accord? Parce qu'il faut faire un tri. Parce que c'est logique. La logique, c'est qu'on ne va pas accepter tout le monde. Donc, c'est que les différents soumissionnaires se retrouvent dans une véritable course vers le marché. D'accord? Maintenant, la personne qui va obtenir le marché, c'est l'entreprise qui offre une meilleure capacité, l'entreprise la mieux disante, c'est-à-dire qui offre un prix normal et raisonnable, qui fait valoir de sa capacité technique, qui fait valoir de son expérience en la matière. Voilà, c'est l'ensemble des critères sur lesquels on va analyser, apprécier, examiner votre offre. Donc, c'est la raison pour laquelle on est tenu quand même de respecter, de soumettre à l'autorité contractante l'offre de façon impeccable. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en termes de recours, de conflit? Parce que quelque part, ce que le soumissionnaire s'estime lésé. Bon, il y a un doyen français qui a dit que le procès, c'est la pathologie du droit. Eh bien, le procès est partout, le conflit est partout. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend la vie dynamique. Donc, ce qui est mauvais,
c'est quand, par exemple, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit trouver un apaisement. Mais le conflit, c'est normal. D'accord? C'est de l'ordre de la nature, le conflit. Maintenant, la conclusion des marchés publics ne fait pas exception à cette règle qui caractérise dans l'histoire même de l'humanité, si vous permettez. Donc, c'est qu'il peut y avoir des conflits. Alors, à ce niveau-là, quand il y a litige, alors, nous sommes au niveau de l'exécution des marchés. Cela signifie, on suppose que toutes les conditions exigées par, disons, la loi ont été respectées et que le marché a été attribué à une entreprise qu'on appelle titulaire. C'est-à-dire, c'est lui qui a gagné et qui a passé le concours et qui a gagné. Donc, disons, cet opérateur économique est en train d'exécuter le contrat. Pour une raison ou une autre, quand ça ne va pas, cela signifie qu'il y a conflit, il y a différend, il y a désaccord, pour une raison quelconque. Eh bien, dans la loi du 10 juin 2009, on a prévu une phase que je qualifierais de phase conciliatoire, de phase amiable. Donc, il y a une instance également qui intervient quand il y a... Alors, cette instance a un caractère non juridictionnel. D'accord? On a une instance amiable, une instance qui va essayer de voir de quelle mesure on pourrait trouver, disons, une solution amiable au fin de résoudre et de dissoudre, si vous voulez, disons, les différends. Cette instance s'appelle Comité de règlement des différends. Maintenant, c'est suite à une décision, à un problème quelconque qui se trouve. Par exemple, il peut se trouver dans le cadre de l'exécution du marché, il y a malfaçon. Il y a malfaçon, il y a retard. Donc, ou du moins, celui qui exécute le marché ne respecte pas les conditions à partir desquelles, alors, conditions prévues dans le DAO et à partir desquelles, sur la base desquelles elle a gagné le marché, à ce moment-là, parce qu'il y a une sorte de contrôle. L'autorité contractante contrôle tout ce qui se fait. Vous êtes contrôlé. Il faut voir. Il y a des dépendamment de la nature du marché. Il y a des techniciens et qu'on appelle maîtres d'œuvre, des gens qui sont là pour contrôler. Est-ce que l'attributaire du marché l'exécute dans les conditions prévues par la loi. Mais alors, ce que je voulais savoir, c'est conflit entre soumissionnaires. Oui, alors, il y a, par exemple, dans le décret du 10 juin 2009, quand, par exemple, l'offre d'un soumissionnaire a été rejetée, la démocratie, disons, fait son intervention. Vous êtes l'autorité contractante, est tenue de dire, de justifier, de faire savoir aux soumissionnaires dont l'offre a été rejetée, les raisons pour lesquelles cette offre a été rejetée. Maintenant, si ce soumissionnaire n'est pas d'accord avec les raisons évoquées par l'autorité contractante, conflit. Alors, ce conflit va être porté devant le comité des règlements et des différends, une instance, d'accord, de contrôle, si vous voulez, non juridictionnelle, et puis on va trancher. D'accord? On dit par exemple la décision prise par le comité de règlement des différends ne retrouve pas la décision ou bien la satisfaction du soumissionnaire lésé. Eh bien, toujours le décret, la loi du 10 juin 2009 autorise ce soumissionnaire récalcitrant de saisir une autre instance. Et cette fameuse instance s'appelle la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'est une instance, c'est une phase au cours de laquelle la décision qui a été prise par l'autorité contractante
d'accord, va être tranché. On porte cette décision et il va y avoir un débat entre les différents partis. Chaque parti, c'est-à-dire je veux parler de l'autorité contractante, c'est-à-dire la personne pour laquelle l'attributaire du marché exécutait, disons, l'exécutait, et l'attributaire lui-même. Donc il va y avoir avocat, et c'est bien. Donc il va y avoir un procès, et la Cour des comptes, en ses attributions administratives, va rendre un arrêt, d'accord, au fin de trancher la décision. Et que si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, il y a une autre instance, d'accord, que vous devez saisir. Elle s'appelle la Cour de cassation. Donc après la Cour de cassation, donc c'est... Alors durant toute cette démarche-là, il y a un effet suspensif. Oui. Et alors, il y a... Quand l'État agit, d'une manière générale, il agit sous un manteau. Un manteau qu'on appelle prérogative de puissance publique. C'est-à-dire, si une autorité administrative prend une décision contre quelqu'un, un employé quelconque, vous n'êtes pas satisfait, eh bien, cette décision est assortie de ce qu'on appelle état exécutoire. En dépit de l'appel, de tous les recours que vous faites contre la décision doit être exécutée. Elle n'est pas suspensive. Donc, la décision n'est pas suspensive. N'est pas suspensive, c'est-à-dire le recours que vous exercez devant une instance juridictionnelle quelconque ne va pas empêcher la mise en œuvre, l'exécution de la décision. Vous comprenez? Donc peut-être que si vous gagnez, bon, vous allez demander, disons, des dommages et intérêts, peu importe. Mais quand l'État prend une décision et que cette décision est prise en fonction de sa prérogative de puissance publique, eh bien, cette décision sera exécutée en dépit des recours exercés par la personne ou bien le contribuable lésé par cette décision. Non, mais écoutez-moi, le soupçonnaire lésé, par rapport au droit du marché, exerce un recours et vous me dites qu'il n'y a pas d'effet suspensif. Eh bien, en pareil cas, est-ce que celui qui a pris la décision de pouvoir le marché, s'il l'a fait en dehors des normes, si le soupçonnaire lésé a des preuves que la conformité n'a pas été respectée, est-ce que le recours n'est pas suspensif? Sinon, on risque pratiquement d'avoir aussi des situations contraires à la loi. C'est-à-dire, au nom de l'État, on fait des abus aussi. Voilà. Ah ouais, et Nietzsche dit l'État est un monstre et un monstre froid. Parce que quand l'État agit, il ne voit personne, malheureusement. Mais je vous dis, dans ce cas-là. Mais on agit au nom de l'État. Oui, au nom de l'État, malheureusement. Et on agit au nom de l'État. Maintenant, et dans ce cas qui nous concerne, le cas de l'organisation des marchés publics, maintenant, et ça, c'est toute une problématique. Ah oui. Ouais, l'importance, ou bien les dégâts que peuvent causer la lenteur de la justice. Et si vous permettez, je vais faire la digression. Vendredi, Donald Trump a pris une décision empêchant l'arrivée des États-Unis, disons, des citoyens de cette pays. Immédiatement, un tribunal a été saisi, une décision a été rendue. Vous comprenez? C'est que quand la justice est lente, ça peut causer des dégâts irréparables, des dégâts incommensurables. Maintenant, ce qui arrive, en vertu de ce principe que je vais vous citer, le principe de la puissance publique, supposons que, maintenant, écoute, je fais une intervention, d'accord, devant les tribunaux. La décision se fait attendre. Entre-temps, on a conclu le marché. Ça, c'est mon opinion d'avocat. Si j'arrive à prouver que la mauvaise foi de l'institution de la personne est manifeste, je peux l'attaquer. Je peux l'attaquer. Et je peux même attaquer l'État, si je suis lésé, par exemple. Vous comprenez? Parce que je ne suis pas responsable, en tant que justiciable, de la lenteur de la justice. D'accord? Mais l'autorité contractante qui se respecte
dans ce cas précis, est tenu de ne pas d'attendre la décision qui sera rendue par, disons, la juridiction saisie aux fins d'éviter toute entrave, disons, tout dommage qui pourrait être causé, disons, aux soumissionnaires. Donc, en pareil cas, on me dit qu'on aurait intérêt à agir avec célérité. Oui, c'est ça. Pour vider le conflit. Pour vider le conflit, au fin d'empêcher tout dégât. Vous comprenez? Je pense que c'est ça. Parce qu'effectivement, bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je l'assume, pardon. Des fois, on cherche la justice, et des fois, la justice est injuste. Vous comprenez? Et quand la justice est rendue avec retard, donc, c'est comme si on n'avait pas de justice vraiment. D'accord? Bien qu'il y a toujours des situations qui expliquent la lenteur de la justice. Bien que cette lenteur-là n'est pas propre à Haïti, mais quand même, il est important, nécessaire, fondamental et capital à ce que la justice se rende dans un délai raisonnable. Maître Lotur, puisque vous avez l'expérience en matière, quels seraient selon vous les éléments essentiels d'une réforme du droit des marchés publics en Haïti? Éléments essentiels. Au cours d'un séminaire que j'avais suivi avec les membres du staff de la Commission des marchés publics, j'avais posé une question. J'avais dit, j'avais posé une question portant sur le fait que la Commission nationale des marchés publics agit sous le contrôle de la primature. Connaissant c'est quoi la politique, je me suis dit, est-ce que l'autonomie de cette commission n'est pas hypothéquée? Donc, à mon avis, et ce que j'avais suggéré dans ce cas-là, comme premier élément, serait de donner un statut autonome à la Commission nationale des marchés. Parce que cette commission-là est trop importante. Parce qu'elle vise d'abord à faire respecter les fondamentaux de la logique, mais in fine, au final, l'intérêt de la collectivité. Parce que le contrôle exercé par la Commission nationale des marchés publics empêche, bloque toutes sortes de collusions, toutes sortes de connivences, toutes sortes de velléités, comment dirais-je, toutes sortes de velléités, tout esprit de partisan. Je pense qu'il est trop important. Son rôle est trop fondamental dans ce cas-là. D'accord? Pour que c'est pas que j'ai rien contre les gens de là, au contraire. Oui. Mais quand même, la politique a sa propre logique. Et la politique et la technique ne font pas toujours bon ménage. Voilà pourquoi j'aimerais bien, par exemple, que les techniciens agissent pour la politique, mais en dehors de la politique. Très bien. Ainsi prend fin la 327e édition de l'émission de Madère sur Radio-Télé Guinée, au magazine. Émission qui a eu pour thème régulation du marché public. Notre invité, Maître Napoléon Lotur. Maître Lotur, disons un grand merci. Qui dit marché public, meilleure qualité, meilleur prix, dit aussi éthique, respect de l'égalité devant les marchés et dit aussi reddition de comptes. Merci à vous et merci à Maître Lotur et à bientôt.